Septembre 1999, un médecin, Yves Godard, qui disparaît en mer avec ses 2 jeunes enfants, Camille et Marius. Et son épouse, Marie-France, introuvable. On pense tout de suite à une tragédie familiale. Oui, mais ce qui rend cette affaire si obsédante, ce n'est pas seulement la disparition. C'est que c'est un cas d'école on va dire, de brouillage d'enquête. Ah oui, Chaque indice qui aurait dû, en théorie, clarifier les choses, un radeau de survie, un sac, des ossements, en réalité, chaque découverte a ajouté une nouvelle couche de mystère. c'est le cauchemar de l'enquêteur. C'est l'horreur absolue. La vérité semble s'éloigner un peu plus à chaque fois qu'on croit s'en approcher. Et c'est ça qui est dingue. Près de 25 ans plus tard, on a toutes les pièces du puzzle, mais elles s'emboîtent pas. Alors aujourd'hui, on va essayer de remettre un peu d'ordre dans ce chaos, de reconstituer la chronologie et d'explorer les 2 grandes hypothèses qui s'affrontent toujours. Tout à fait. Reprenons du début. On est le 1er septembre 1999. Voilà. Yves Godard, médecin acupuncture, 44 ans, quitte le port de Saint-Malo. Il est à bord d'un voilier de location, le Nick, avec ses 2 enfants, Camille, 6 ans, et Marius, 4 ans. Le plan, c'est une petite croisière de quelques jours. Le retour est prévu pour le 5 septembre. Mais déjà, il y a un truc étrange, avant même qu'il ne largue les amarres. Il va dans un magasin, il achète pas mal de produits de nettoyage, des serpillères. Ah oui, ce détail. Et il laisse tout ça dans son combi Volkswagen sur le parking du port. C'est quand même bizarre, non? C'est plus que bizarre, rétrospectivement, ça fait froid dans le dos. Et le lendemain, le 2 septembre, le voilier est contrôlé par les douanes, au large du Cap Fréhel. D'accord. Les douaniers montent à bord et ils remarquent 2 choses. La première, c'est un des enfants, Marius, qui dort dans la cabine, mais d'un sommeil presque comateux, très très profond. Et la deuxième chose, c'est que le bateau avance au moteur, alors qu'il y a un super vent pour naviguer à la voile. Pour un marin comme Godard, c'est pas logique. On dirait qu'il est pressé, en fait. Exactement, comme si la croisière n'était qu'un prétexte, un moyen de transport pour aller vite quelque part. Et puis, le 5 septembre arrive. Le jour où il est censé rentrer. Et c'est là que tout commence. On retrouve l'annexe du voilier, son petit canot, à la dérive au large de l'île de Bath. Vide. Enfin, presque. À l'intérieur, il y a juste un blouson et le chéquier au nom d'Yves Godard. L'alerte est donnée. Donc à ce moment-là, on pense à un naufrage. Ouais, c'est l'hypothèse numéro 1. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. On imagine le pire, un accident en mer. La thèse la plus simple. Sauf que la clé du mystère, elle n'est pas en mer. Elle est à terre. Pas encore. Elle attend les enquêteurs à terre et elle va faire basculer l'affaire dans l'horreur pure. Alors jusqu'ici, on est dans un scénario de drame en mer. Mais tout change quand les enquêteurs retournent à ce fameux combi Volkswagen sur le parking du port. C'est ça. Ils l'ouvrent et là, Qu'est-ce qu'ils trouvent? c'est la stupeur. L'intérieur est couvert de larges traces de sang. Du sang humain. On a clairement essayé de tout nettoyer, mais c'est très mal fait. Ça déclenche une perquisition à la maison, j'imagine? Immédiatement, au domicile familial à Tilly-sur-Seul. Et là, les gendarmes confirment leur pire crainte. Faut imaginer le choc pour eux. Ils partent sur une disparition en mer et ils se retrouvent sur une scène de crime. Du sang partout, quasiment. Partout, sur le canapé, le matelas du couple, dans la salle de bain, c'est un carnage. Et là aussi, on a tenté de nettoyer. Les experts de la scientifique diront qu'avec une telle quantité de sang, personne ne peut survivre. Et au milieu de tout ça, il y a un mot posé sur la table. Oui, un mot qui se veut rassurant, destiné aux enfants plus âgés de Marie-France. Il dit quoi, ce mot? Nous partons quelques jours pour décompresser. On rentre dimanche après-midi. Bisous, signé Yves et maman. En apparence, c'est anodin. Mais ça va devenir une preuve accablante. Ah oui, pourquoi? Parce que les analyses de la police scientifique vont être sans pitié. D'abord, l'ADN, tout ce sang dans le combi et la maison, c'est bien celui de Marie-France Godard. D'accord. Et le mot? L'expertise graphologique est formelle. Ce n'est pas l'écriture de Marie-France. C'est son mari, Yves, qui a tout écrit et signé. Ah, d'accord. Donc, le scénario s'inverse complètement. Totalement. Le 10 septembre, une information judiciaire pour homicide volontaire est ouverte. En quelques jours, Yves Godard passe de père disparu à suspect numéro 1 dans le meurtre de sa femme. Et il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. C'est ça. Et c'est pile à ce moment-là, quand on croit avoir un coupable, que l'affaire devient complètement folle. La mère, qui était silencieuse, se met à parler. Et elle va raconter une histoire qui contredit tout. C'est là que ça devient déroutant. À terre, tout pointe vers un meurtre. Et en mer, on a une série de découvertes qui, elles, dessinent l'image d'un naufrage.
Exactement. Ça commence dès septembre 1999 avec le radeau de survie d'Unique, retrouvé sur une plage en Angleterre. Oui, Puis en janvier 2000, un chalutier remonte un sac avec des affaires de la famille. Mais une seconde, un radeau en Angleterre, un sac au milieu de la Manche, est-ce que ça tient la route, ça? Les courants peuvent vraiment éparpiller des objets comme ça? c'est la grande question. Et la réponse courte est non, ça ne colle pas. Mais avant d'y venir, il y a d'autres découvertes macabres. En juin 2000, on repêche un fragment de crâne en baie de Saint-Brieuc. Oh non. L'ADN confirme que c'est celui de la petite Camille, 6 ans. Et bien plus tard, en 2006, d'autres ossements, un fémur et un tibia, sont retrouvés dans la fosse des Casquettes. L'ADN parle encore, hein? C'est Yves Godard. Donc sa mort est prouvée, fin de l'histoire. L'action publique contre lui s'éteint, oui. On pourrait croire le dossier bouclé, sauf que non. Parce que rien de tout ça n'est cohérent. Vous parliez du radeau de survie. Exactement, le radeau. Quand les experts l'analysent, c'est la douche froide. Il n'a pas été abîmé par la tempête. Il a été délibérément saboté. Saboté, comment? La toile a été lacérée, le système de gonflage a été arraché méthodiquement. Ce n'est pas un accident, c'est un acte volontaire pour le rendre inutilisable. Et les courants alors? Les experts sont catégoriques, c'est une impossibilité physique. Disperser l'index près de la Bretagne, le radeau en Angleterre, le sac entre les deux, c'est incompatible avec les modèles de dérive. C'est comme si quelqu'un avait semé ces indices. Une mise en scène donc. Une mise en scène totale pour faire croire au naufrage. Et la partie la plus folle de cette mise en scène, c'est ce qui se passe sur une plage des Ébiens. Là, on entre dans une autre dimension. On est dans le surréalisme. Entre février et juillet 2001, donc plus d'1 an et demi après les faits, on retrouve 5 cartes appartenant à Godard. 5 cartes. Sa carte professionnelle, des cartes bancaires, retrouvées une par une, sur la même plage. Attendez, mais le plus fou, c'est ce qui se passe bien plus tard, en 2008. Une carte de mutuelle, encore à son nom, est découverte au même endroit. 2 jours, à peine, 2 jours après, que le procureur a annoncé que l'enquête allait être clôturée. C'est une provocation, clairement. Comme si quelqu'un lisait la presse et jouait avec la justice. Mais ces cartes, dans quel état elles étaient, après des années dans l'eau de mer? C'est bien là le problème. Elles sont en trop bon état. La conclusion des experts est formelle. Elles ont été déposées là, volontairement, au compte-gouttes. Mais qui? Qui est ce petit pousset qui sème ces cailloux sur la plage? Et pourquoi? Pour renforcer la thèse du naufrage ou pour relancer le mystère? C'est la question à 1 million. Et comme si ça ne suffisait pas, l'enquête est polluée par des lettres anonymes, un corbeau. Qui envoie les enquêteurs sur de fausses pistes. Exactement. Notamment sur l'île de Man et surtout sur l'île de Lewis, en Écosse. Des témoins jurent avoir vu Godard et ses enfants bien vivants. Et ça donne quelque chose. Ça donne un fiasco monumental pour les gendarmes français. Ils sont persuadés de le tenir, ils organisent une surveillance, et tout s'effondre pour un stupide vice de procédure. Une frustration immense. On ne saura jamais si c'était une vraie piste ou une énième manipulation. Bon, alors, on a une scène de crime à terre. Une mise en scène en mer. Un petit pousset, un corbeau. C'est un chaos total. Comment les enquêteurs essaient de donner un sens à tout ça? Face à ce chaos, 2 grandes hypothèses, radicalement opposées, émergent. La première, c'est celle de la justice, la plus simple, le drame familial. C'est-à-dire? Le scénario est le suivant. Yves Godard est acculé. Il a des dettes monstrueuses, plus de 300 000 €, des problèmes professionnels. Il aurait tué sa femme, Marie-France, suite à une dispute. D'accord. Et les enfants? Pourquoi les emmener en mer? C'est là qu'on parle de suicide altruiste, un concept terrible. Submergé par son acte, il aurait emmené ses enfants pour mettre fin à leur jour et aux siens. Pour leur épargner la honte, en quelque sorte. Voilà, un profil psychologique qu'on a déjà vu dans d'autres affaires, comme celle de Xavier Dupont de Ligonnès, par exemple. D'accord. Cette thèse, elle explique la scène de crime, mais elle laisse d'énormes questions sans réponse. Énorme, oui. Qui a saboté le radeau? Pourquoi toute cette mise en scène? Et surtout, qui a déposé les cartes sur la plage des années plus tard? Ça colle pas avec un homme seul qui se suicide. Vous mettez le doigt dessus. Cette thèse explique le début, mais pas la suite. Et c'est pour combler ces vides qu'une seconde hypothèse a vu le jour. L'affaire dans l'affaire. C'est là qu'on entre dans la piste plus sombre, plus sulfureuse, liée à son syndicat. Oui, la CDCA, la Confédération de défense des commerçants et artisans. Et ce n'était pas un petit syndicat de quartier. Non, c'était autre chose.
c'était une organisation d'inspiration poujadiste, aux méthodes très musclées. On flirte avec le grand banditisme. Il prônait la fraude fiscale, gérait des comptes offshore. Le climat était une violence. Le leader, Christian Pousset, a été assassiné par des tueurs à gages en 2001. Et Godard était un membre très actif. On sait qu'il avait organisé sa propre insolvabilité et qu'il avait sûrement confié son argent à ce réseau. C'est le cœur de cette seconde théorie. Le scénario serait Godard veut fuir. Peut-être après avoir tué sa femme, ou peut-être qu'il voulait fuir avec elle, on ne le saura jamais. Il veut récupérer son argent placé dans les caisses noires du syndicat. Et il devient un témoin gênant. Un témoin très gênant pour une organisation qui n'hésite pas à tuer. L'organisation l'aurait alors liquidé, lui et ses enfants, avant de tout maquiller en drame familial et en naufrage. Cette thèse mafieuse, elle a l'avantage d'expliquer les incohérences. Le besoin d'une aide extérieure, la mise en scène et surtout le petit Pousset sur la plage. Ça pourrait être un complice avec des remords. C'est vrai, elle explique beaucoup de choses. Mais il faut être honnête, elle a été qualifiée de fantaisiste par l'avocat de la famille de Marie-France et aucune preuve matérielle n'est jamais venue l'étayer. Ça reste une spéculation. Et c'est là qu'on en arrive à la fin. En 2012, un non-lieu est prononcé. Après 13 ans d'enquête, oui. La justice est contrainte de jeter l'éponge, faute de pouvoir trancher. L'affaire est officiellement close. Et les mystères restent. Les corps de Marie-France et du petit Marius, jamais retrouvés. Et le voilier, le Nick, un bateau de 9 mètres, volatilisé dans la Manche. L'une des zones maritimes les plus surveillées au monde. C'est presque impensable. C'est vrai, c'est une accumulation de questions. Mais au fond, le mystère le plus concret, le plus obsédant, ce n'est peut-être pas le sort de la famille qu'on devine tragique. C'est cette présence fantôme, ce manipulateur. Le visiteur de la plage des Ébillins. Exactement. L'auteur des sabotages, des fausses pistes et surtout, celui ou celle qui a déposé ces cartes. C'est la pensée finale parfaite. Qui était cette personne qui, pendant des années, a joué avec les nerfs des enquêteurs ? Un complice tourmenté qui essaie de guider la justice sans se dévoiler ? Ou l'ultime message, la signature d'un homme qui a orchestré sa propre légende avant de disparaître ? La vérité a sûrement sombré avec le Nick. Mais une partie du secret, elle est encore sur cette plage bretonne.